Ce soir à l'émission, la patience est de mise pour les motoneigistes des Basses-Laurentides. Ils voient qu'il y a de la neige chez eux dans sa cour en arrière, puis ils se disent « Ah, ils sont capables d'ouvrir les clubs. » Et l'atelier mécanique de la ville de Blainville obtient la certification Clé verte. La Clé verte, en fait, c'est un programme de certification environnementale volontaire qui est chapeauté par Nature Action Québec. En entrevue, je reçois Ariane Méthode de la Cnest qui nous prévient des dangers liés au froid et à la neige sur les toitures. Pour une même tâche qui serait effectuée dans une température ambiante, disons, agréable, bien, en fait, c'est plus à risque si on fait la même tâche dans le froid. Je m'entretiens également avec Frédéric Lapierre à propos de son spectacle Bonne fête, Frédéric. Dans le cadre de spectacle, ça, je peux le dire, c'était un spectacle avec des fantasmes à réaliser. Ouais. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous parle sport d'élite, grossesse et aide financière. Avant le mois d'octobre dernier, donc 2024, les athlètes féminines devaient dire que leur grossesse, c'était dans la catégorie d'une blessure. Bienvenue à Accès local. Mercredi 22 janvier 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors la semaine internationale de sécurité à motoneige vient de se terminer, ou presque, mais le début de la saison se fait attendre dans la région. Oui, Claude, officiellement, au Québec, la saison de motoneige a commencé depuis le début de l'année, mais ce ne sont pas tous les secteurs qui peuvent en profiter. Mais si des sentiers ont ouvert dans d'autres régions et que les réseaux des différents clubs ont pu commencer à s'interconnecter, c'est pas encore le cas dans les Basses-Laurentides. Vous le voyez sur la carte de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Ce qui est en rouge, c'est toujours fermé. Donc, dans les Laurentides, il faut passer Mont-Laurier pour trouver des sentiers praticables. Cela est explicable, bien sûr, par les conditions climatiques des dernières semaines. Malgré des chutes importantes en décembre, le redout du temps des fêtes et le manque de précipitations empêchent certains secteurs d'avoir le niveau de neige adéquat pour ouvrir les sentiers. On a besoin de quelle quantité de neige là, pour pouvoir penser ouvrir les sentiers? Alors, il n'y a pas de chiffre universel. Ça dépend vraiment de chaque secteur en milieu forestier. Et selon les conditions, le gel, la texture de la neige et le passage de la surfaceuse qui entretient les sentiers, 10 à 15 cm sont suffisants pour pratiquer la motoneige. À d'autres endroits, comme dans les environs de Saint-Jérôme, par exemple, de 60 à 80 cm devront être attendus pour ouvrir les sentiers. Stéphane Desroches, qui est président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, nous donne un peu plus d'informations à ce sujet. C'est là que souvent les motoneigistes comprennent pas. Parce qu'ils voient qu'il y a de la neige chez eux dans sa cour en arrière, puis ils se disent « Ah, ils sont capables d'ouvrir les clubs. » Mais pour partir du point A, pour aller au point B, la surfaceuse, elle, dans son parcours, elle a peut-être une rivière à traverser, elle a peut-être des secteurs que ça va prendre 2 ou 3 pieds de neige, puis elle va attendre d'avoir cette neige-là, elle va attendre que la rivière soit gelée. Est-ce que c'est une ouverture de saison qui est considérée comme normale ou tardive pour la Fédération? Monsieur Desroches explique que ça fait 4 ans maintenant qu'il remarque que les saisons de motoneige raccourcissent. C'est dans les plans de la Fédération à long terme de développer des sentiers faciles à ouvrir même avec peu de neige. Pendant ce temps, cette situation due au réchauffement climatique refroidit certains amateurs de motoneige. Ça a des impacts chez nous, ça a des impacts sur le membership, on se le cachera pas. On a une baisse de membership. Donc, en attendant les chutes de neige dans les Basses-Laurentides, on peut quand même rappeler les conseils de sécurité en motoneige. Oui, alors du 11 au 19 janvier dernier, c'était la Semaine internationale de la sécurité en motoneige. La Fédération était présente dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean où il y avait de la neige, donc pour une opération de sensibilisation. Les points principaux que souhaite rappeler l'organisation durant la saison sont les suivants. Donc, la circulation à droite sur les sentiers, le respect des limites de vitesse, l'importance de ne pas s'aventurer hors des chemins balisés, particulièrement sur les points d'eau, et l'importance d'attacher son casque aussi. Monsieur Desroches nous dit quelques mots à ce sujet. J'ai été surpris l'année dernière de voir un rapport que beaucoup de motoneigistes n'attachaient pas leur casque. Des fois, le casque, il n'a pas été inventé pour rien. Ça sauve la vie. Et malheureusement, Clara, il y a quelques accidents qui ont déjà été rapportés depuis le début de la saison au Québec. Oui, Claude, en date du 3 janvier, 6 décès en motoneige avaient déjà été enregistrés par la Sûreté du Québec. Dans la majorité des cas, ce sont des motoneigistes seuls qui font de la vitesse ou qui conduisent avec les facultés affaiblies avant d'entrer en collision avec un arbre. Un autre motoneigiste s'est noyé après s'être aventuré sur une rivière qui n'était pas encore assez gelée la veille de Noël. Et d'autres motoneigistes ont
ont frôlé la catastrophe début janvier après que la surface glacée d'un lac ait cédé sous leur poids. Très bien, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de l'atelier mécanique du service des travaux publics de Blainville. À plus tard, Claude. Le Club Fondeurs Laurentides et le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, en collaboration avec Desjardins de la Rivière-du-Nord et Loisirs Laurentides, invitent la population à participer à la Coupe des Fondeurs. Des journées de compétition auront lieu les samedis 25 janvier, 1er et 8 février sur les sentiers des Fondeurs situés à l'arrière du Centre Notre-Dame à Saint-Jérôme. Pour célébrer le 50e anniversaire du Club Fondeurs Laurentides et le 40e anniversaire de la Coupe des Fondeurs, la troisième étape du 8 février se nommera la course des générations. L'objectif est de regrouper toutes les générations de sportifs ayant déjà participé à la Coupe des Fondeurs. Loisirs Laurentides, en collaboration avec l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides, annonce le lancement d'un point de service de prêt d'équipement adapté pour la pratique d'activités physiques et de plein air pour les personnes en situation de handicap dans la région des Laurentides. Ce point de service, créé dans le cadre du projet provincial Circonflexe Prêt pour bouger, est situé au siège social de l'ARL-PHL, au 300 rue Lompré, bureau 100, à Saint-Jérôme. L'organisme offre des prêts à court et à long terme. C'est l'hiver et deux dangers menacent les travailleuses et les travailleurs. D'abord le froid, puis la neige qui s'accumule sur les toitures. Dans les deux cas, la vigilance et la prévention sont de mise, ce dont je discute avec Ariane Méthode, qui est responsable des communications à la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail. Madame Méthode, bonsoir. Bonsoir. On estime qu'il fait froid dès que la température est inférieure à 5 degrés Celsius. Premier élément de surprise pour moi, ça. La première mise en garde concerne les intoxications au monoxyde de carbone. Alors, quelles en sont les sources principales? Les sources principales, ce sont souvent les appareils, en fait, pour réchauffer les appareils portatifs, comme les petites chaufferettes qu'on voit parfois dans les roulottes, sur les chantiers de construction, par exemple. Il y a également plusieurs engins, plusieurs véhicules qui émettent des émanations. Et ça, on et n'y à pense pas. Il y a les chariots élévateurs, par exemple. Oui, c'est ça, les chariots élévateurs, certains outils dans le domaine de la soudure. Mais comme l'hiver, on aère moins, alors on est plus exposé au monoxyde de carbone. Donc, c'est vraiment important d'avoir un détecteur de monoxyde pour s'assurer qu'on ne dépasse pas les quantités d'exposition maximale. OK. Ça, c'est de la mesure de base, ça, pour prévenir des intoxications. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres mesures, si possible, utiliser des appareils électriques. Donc, ça existe des systèmes de chauffage portatifs qui sont électrique plutôt qu'à carburant. Donc ça, c'est sûr que c'est une bonne idée. Sinon, essayer d'avoir de la ventilation à l'extérieur, donc le tuyau d'échappement soit à l'extérieur, limiter la quantité d'engins ou d'outils qui utilisent du carburant en une même utilisation en même temps. Donc, vraiment essayer de limiter ça pour limiter l'exposition. Les températures froides, particulièrement comme celles qu'on a aujourd'hui, ça peut causer de l'hypothermie, des lésions aux extrémités. Ouais. Quels sont les signes qui devraient aiguiser notre méfiance? Quels sont les meilleurs moyens de les prévenir aussi? Les moyens de les prévenir, tout d'abord, c'est la connaissance. Donc, de savoir quels sont les risques et quels sont les symptômes. Donc, comme vous l'avez dit, hypothermie, engelure. Les troubles musculo-squelettiques aussi sont exacerbés par les températures froides, de même que les problèmes cardiaques. Donc, pour une même tâche qui serait effectuée dans une température ambiante, disons, agréable, bien, en fait, c'est plus à risque si on fait la même tâche dans le froid. Donc, être sensible à ça, à nos prédispositions naturelles, si on a des problèmes de circulation, des problèmes cardio. Également, en fait, c'est ça, être au fait des signes et symptômes. Donc, si on commence à sentir des picotements dans les extrémités, des engourdissements, si on se sent un peu confus, donc vraiment, il faut faire attention et aller chercher du secours, se mettre au chaud, éviter surtout les vêtements humides. Ça, c'est le pire ennemi. Il y a des signes qui ne mentent pas. On n'a pas reçu énormément de neige jusqu'à maintenant. Ça pourrait changer. On connaît les caprices de Dame Nature, ce qui nous amène à notre deuxième sujet, le déneigement des toitures. Les dangers principaux, là, sont les chutes, l'ensevelissement et les malaises. On va les passer un par un rapidement. Là. Vous allez nous dire comment on les prévient. D'abord, les chutes. Les chutes, d'accord. Donc, si on est sur le toit, en fait, on peut tout d'abord soit faire une chute de même niveau, donc glisser sur une plaque de glace qui serait sur le toit. Alors, s'assurer d'avoir des bonnes bottes à crampons ou antidérapantes. Il y a également le risque de chute de hauteur. Donc,
quand on pousse la neige, de glisser avec la neige. Donc, il faut s'assurer de déneiger du haut vers le bas, tout d'abord, puis également de mettre une ligne d'avertissement. Si c'est un toit plat, on met une ligne d'avertissement environ 2 mètres avant la fin pour s'assurer de ne pas dépasser cette zone-là. Quand on vient pousser la neige en bas, bien, il faut avoir soit un système d'ancrage individuel, donc un harnais, ou bien un garde-corps qui va nous empêcher de dépasser la ligne. Et il faut mettre également une ligne d'avertissement à la zone de déversement pour pas que les gens en dessous reçoivent également. D'accord. Il nous reste très peu de temps. L'ensevelissement, les malaises, si on pouvait les enchaîner. Oui, bien l'ensevelissement, on vient d'en parler. Oui. Les malaises, comme je mentionnais, on est plus à risque aux problèmes cardiaques si on est dans le froid. Donc, en pelletant, on est plus à risque d'avoir un malaise. D'accord. Bon, on parle de mesures quand même assez simples, parfois un peu plus pointues. C'est pour ça, moi, que j'encourage les travailleurs, comme les employeurs, à consulter votre site web. Hein. Il y a des vidéos, il y a des photos. Il y a un super guide, le guide Travailler au froid. Donc, dans n'importe quel moteur de recherche, si on inscrit Travailler au froid, CNSST, un guide de 24 pages qui a été mis à jour en 2024, qui contient vraiment toute l'information que les travailleurs et les employeurs ont besoin pour être en sécurité. Tout est là. Bien, Ariane Méthode, responsable des communications à la CNEST, merci beaucoup pour ces précieux conseils. La Ville de Sainte-Thérèse consulte actuellement les résidents du secteur du parc Adolphe-Chapleau afin de connaître leurs besoins et leurs préférences dans le cadre d'un projet de réaménagement des lieux. En répondant au sondage, indiquent les autorités municipales, les résidents s'assureront que les changements apportés au parc Adolphe-Chapleau reflèteront leurs désirs en matière d'aménagement, d'équipement et d'activités disponibles. Les résidents sont invités à participer au sondage en ligne d'ici le 28 janvier. Lisa Poulain, mairesse de la ville de Blainville, a annoncé le 20 janvier dernier qu'elle sollicitera un 2e mandat pour les prochaines élections municipales qui se tiendront le 5 novembre de cette année. Par voie de communiqué, Mme Poulain affirme avoir accompli beaucoup avec son équipe. Elle souhaite continuer sur cette lancée, dit-elle, afin de réaliser les nombreux projets restants. De 2009 à 2021, Lisa Poulain a complété 3 mandats consécutifs en tant que conseillère du district Fontainebleau. À l'élection du 7 novembre 2021, elle est devenue la première mairesse de l'histoire de Blainville. On va parler sport maintenant avec Maude Pilon-Bernier qui est de retour en studio exceptionnellement, en début d'année. Bien, bonne année. Bonne année, Claude. On va parler aujourd'hui d'un sujet intriguant, étonnant, qui est lié au fait que les athlètes féminines d'élite n'ont plus à déclarer leur grossesse comme une blessure. Là, je pense qu'on vient d'intriguer beaucoup de gens. On va plonger dans le vif du sujet, mais avant, vous aviez une question à me poser. Oui, je voulais savoir si toi, Claude, tu prenais des résolutions, surtout au niveau de l'activité physique en début d'année. Ben oui, un peu comme tout le monde. J'avais l'intention, moi, de me mettre à l'exercice, me remettre en forme. J'ai pas mis ma menace à exécution encore. Ben et voilà, puis tu as bien fait d'attendre parce que c'est vraiment pas le bon moment au mois de janvier. On a parti ça à un certain moment, puis ça fera partie d'une autre chronique, pourquoi on débute des résolutions en début d'année, mais c'est vraiment pas le bon moment. Le système est souvent à son plus bas. Le système immunitaire, autant que mental, est vraiment, vraiment à son plus bas. Donc, quand on commence une activité physique, puis qu'on demande à un corps qui est déjà à son plus bas de se remonter dans des formes qui n'est pas habitué, on va l'épuiser encore plus. Fait que nos résolutions tiennent 2 semaines, comme on en rit souvent pour les gens du gym, mais c'est pour ça. C'est parce que vraiment, le corps n'est pas fait pour ça. Il est fait au mois de janvier et au mois de février pour faire des resets. Fait que c'est là qu'on fait, on mange un petit peu plus. Les trucs, là, c'est vraiment, on augmente nos portions de légumes verts à 5 fois par jour. Ça paraît beaucoup, mais une portion, c'est 1 point. On va marcher des 15 minutes dehors pour s'aérer. Puis surtout, on va boire vraiment beaucoup d'eau. Il y a des défis, comme on a pu le constater dans d'autres chroniques, avec les sans-alcool, les jeûnes intermittents, des choses comme ça. Fait que ça, c'est vraiment l'idéal. On fait comme une cure, on fait un reset, puis ça permet de repartir. Donc, on se réserve nos résolutions au printemps, on passe cette nouvelle mode-là. Bon, je me doutais bien qu'il y avait une raison scientifique à mon manque de motivation. Oui, tout à fait. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Les athlètes féminines d'élite ont reçu une bonne nouvelle à la fin de l'année dernière. Tout à fait. Dans le fond, au mois d'octobre passé. Et je voulais en parler parce que moi, ça m'a surprise. Je n'étais même pas au courant de ça. Mais avant le mois d'octobre dernier, donc 2024, là, on est vraiment, vraiment récent, les athlètes féminines devaient dire que leur grossesse, c'était dans la catégorie d'une blessure. Incroyable. Oui, c'est fou, hein, quand même. Puis, quand on fait ça au niveau des élites, on peut utiliser juste cette raison-là une seule fois. Fait que soit pour une grossesse,
soit pour une blessure. Oh là là. Donc, c'est quand même un gros pas que le gouvernement a lancé. Il va y avoir un fonds qui va être ouvert. Il y a des athlètes qui sont déjà admissibles pour ce fonds-là. Pour les autres, il va y avoir des démarches qui vont s'en venir. Donc, le gouvernement a vraiment s'est mis à l'action à ce niveau-là. Puis, il y a d'autres démarches aussi qui vont venir. Mais c'est quand même un très gros pas. Puis ça fait plaisir à beaucoup d'athlètes parce qu'il y a des gens qui travaillent sur le dossier, dont l'athlète Jill Moss, qui avait parti justement une organisation qui s'appelle Mom and Tom, qui est pour justement récolter des fonds pour pouvoir, oui, aider les athlètes féminines dans leur grossesse parce que ils arrêtent le sport pour la majorité, mais je garde quelques informations pour la suite, mais aussi pour quand elles accouchent et elles veulent revenir au jeu. Il y avait beaucoup de manque de ressources. Donc, ce qu'elle va prendre avec ces fonds-là, elle va pouvoir mettre sur le site Internet de Momentum des ressources, des avocats, des notaires, des nutritionnistes, des retours à l'entraînement, parce que beaucoup de femmes changent, on le sait, physiquement après la grossesse, puis le retour, il y avait énormément de blessures qui arrivaient par la suite. Aussi, ben, veut pas, il y a des règlements avec le fait que quand on a une grossesse, il y a des règlements, surtout au niveau des Olympiques, qui fait en sorte que justement, on peut pas, on est limité à certaines choses. Il y a des règles qui ne s'appliquent pas à nous, qui nous empêchent justement de poursuivre notre sport en étant enceinte. Des règlements, c'est surtout inapproprié souvent comme environnement pour quelqu'un qui est enceinte ou qui voudrait revenir au jeu. Donc, d'où le fait que des avocats sont mis à la disposition pour pouvoir aider. Les athlètes perdent souvent leurs commanditaires, se voient souvent fermer la porte à certaines compétitions ou même on les empêche de performer à cause qu'ils ont manqué des compétitions, à cause de conditions X à leur grossesse. Donc, c'est vraiment un gros pas pour elles. Puis, c'était important pour moi d'en parler parce que je pense que on n'est pas conscient de tout ce qui se passe au niveau des athlètes féminines à ce niveau-là, mais la plupart d'entre elles aussi vont congeler leurs ovules et attendre de finir leur sport pour pouvoir justement pas avoir à choisir entre les deux. Mais certaines choisissent entre les deux. Soit vont tomber enceintes et vont arrêter une belle carrière internationale, soit ils vont choisir la carrière aux dépens de la famille. Ben, très heureux d'apprendre que c'est normal d'avoir des enfants, même pour les athlètes d'élite. Merci beaucoup, Maude. Merci beaucoup, Claude. Bonne fête, Frédéric. C'est le titre d'un spectacle écrit par Frédéric Lapierre qu'il présentera le lundi 17 février sur la scène de l'Hurlu à Sainte-Thérèse. Seul ou avec d'autres, impossible de le savoir. En fait, on ne sait rien de ce spectacle et ce serait très étonnant qu'on en apprenne davantage aujourd'hui. Bonsoir, Frédéric. Bonjour. Alors, bon, ce qu'on sait, au moins, c'est que vous aurez 50 ans ce jour-là, que vous en serez à votre 10e spectacle, quand même, c'est pas rien, et que vous soulignerez en même temps le 30e anniversaire de votre revenue au monde public. On sait quand même beaucoup de choses, mais ma question, pourquoi est-ce que vous refusez de nous dire ce qui va se passer à l'Hurlu le 17 février? On n'a pas beaucoup de surprises dans la vie. En fait, en réalité, j'aurais jamais pu faire ça dans un autre contexte. Ouais. N'importe quelle salle de spectacle qui a 300-400 places a besoin de vendre des billets. Absolument. L'Hurlu aussi a besoin de vendre des billets, mais c'est 75 places, hein, l'Hurlu. Et donc, au départ, on pensait en faire une. Là, finalement, on va en faire deux. Mais 75 places, il y a le vrai contexte de mon anniversaire. Donc, je savais... C'est vraiment votre fête ce jour-là? Oui, c'est vraiment ma fête. C'est vraiment mes 50 ans. Personne voulait vous fêter? Non, bien, je me suis organisé pour moi-même me faire un surprise. Oui. Puis, en invitant les membres de la famille, les amis, les 30 ans de communication, 30 ans de vie publique, ça veut dire pour moi de la radio, ouais. Ça a été des salles de spectacle dans lesquelles j'ai travaillé, des entrevues, des artistes, des spectacles, des films. Et donc, je savais qu'au départ, j'aurais vraiment probablement une salle complète à l'Hurlu. Ou peut-être même deux. Et maintenant, on s'enligne vers la deuxième, ce qui fait que ça me permettait de réaliser ce fantasme-là extraordinaire de dire... Les gens vont savoir qu'est-ce qui va se passer au moment où ils vont s'asseoir dans la salle et que ça va commencer. Bon, moi, je vous connais quand même depuis quelque temps, assez pour savoir que vous avez artistiquement une façon de vous présenter aux gens qui n'est jamais conventionnelle. Vous êtes, ça c'est ma description à moi, vous êtes un semeur de doute, un trompeur de sens. Vous avez un humour qui est très particulier. Vous êtes capable de réfléchir avec intelligence et émotion sur la vie et l'art. J'imagine que tout ça va se retrouver dans votre propos sur la scène de l'Hurlu. Bien, oui. Oui, parce que
ce que je peux dire, c'est qu'il y a une espèce de photo, un instantané de qui je suis en ce moment. Puis ce que vous avez nommé là, à travers les années, ça a toujours été là. Moi, j'ai appris l'humour. Les gens, je ne sais pas si ils se souviennent de l'émission Beau et Chaud avec Normand Brathwaite. Ben moi, un de mes premiers grands chocs d'humour, c'est Marc Labrèche qui fait ses chroniques sur le plein air. D'ailleurs, il n'a jamais parlé de plein air dans ses chroniques pendant 2 ans, là, mais c'était ses chroniques sur le plein air. Puis l'humour, je l'ai appris de façon absurde en le regardant là. Donc ça a été là toute ma vie, mais en même temps, comme beaucoup de gens, je me pose plein de questions sur le monde dans lequel on vit, d'où on vient, où on va, tout ça. Et ça a toujours été là. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des traces de ça dans le spectacle du 17. Votre naissance publique, elle s'est produite en 1994. Ça, c'était au micro de la station de radio universitaire CISM à l'Université de Montréal, c'est ça? Que vous animiez alors une émission qui était consacrée au cinéma. Et tout de suite, vous avez pris conscience, dites-vous, de l'importance de la voix. Parlez-moi de cet aspect-là des choses dans votre parcours. C'est difficile à expliquer, mais j'ai toujours été plus à l'aise, par exemple, avec la radio qu'avec la télé. La télé, maintenant, à la radio aussi, ils ont des caméras, là. Mais j'aime cette idée qu'à la radio, on est un peu une voix avant d'être un corps, J'ai jamais su comment m'habiller pour avoir de l'allure. Donc, c'était formidable à la radio parce qu'il n'y avait pas ces questions-là. Tout était plutôt dans ce que tu as à dire, comment tu le dis, de quoi tu as envie de parler. Et j'aimais comme ça discuter avec les gens. Mais à un autre niveau que ça, j'ai tout le temps été frappé au cinéma, par exemple. Moi, j'ai grandi avec les versions françaises de films américains. Et donc, ces voix-là m'ont marqué. Ou les voix de celui qui faisait Astérix pendant des années dans les dessins animés. Dans un autre spectacle, j'ai eu la chance de discuter avec ce monsieur-là. Puis les voix comme ça, je sais pas, on dirait que ma vie va avoir été autant traversée par des individus que par des voix qui m'ont accompagné. De la même façon que d'autres vont dire, moi, la musique, c'est ma vie. Moi, les voix et la musique, c'est ma vie. Dans votre métier d'intervieweur, vous avez rencontré tout plein d'artistes, des grands, qu'on retrouve souvent dans vos spectacles. Ils ont parfois un tout petit rôle, des fois ils sont là pour une plus longue période. Il faut avoir l'audace de demander. Il y en a beaucoup vous devez être surpris parfois qu'il y en ait qui acceptent. Mais à contrario, comment vous gérez les refus, parce qu'il doit y en avoir? Très simplement. C'est-à-dire que il y a tellement de possibilités. Par exemple, dans le cadre de spectacle, ça, je peux le dire, c'était un spectacle avec des fantasmes à réaliser. Puis donc, je me disais, avec qui j'aurais le goût de travailler? Puis, il y a tellement de gens qui m'intéressent, des acteurs, des interprètes en tout genre, que chaque fois que je me fais dire non, je me dis, OK, fait que dans ce cas-là, ça pourrait être cette personne-là. Et donc, on est tout le temps dans le prochain, jusqu'à temps qu'on trouve la personne qui accepte de dire oui. Puis j'ai trouvé des gens pour ce spectacle-là qui ont cette même philosophie que moi, de dire, c'est pas parce qu'on fait les choses sérieusement qu'on est obligé de se prendre au sérieux. Et cette dimension-là, je pense, va être très importante dans le spectacle. Pour savoir c'est qui, il faudrait être là le 17 février. 2 représentations. On n'a qu'à aller sur le site web de l'Hurlu pour trouver des billets. Frédéric Lapierre, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Et le mot de Cambronne pour le 17 février. Puis bonne fête à l'avance. Oui, vous aussi, même si je ne sais pas c'est quand votre fête. Non, secret. Hey. On est de retour avec Clara Maté-Jaunet. Clara, l'atelier mécanique du service des travaux publics de la ville de Blainville a reçu une certification environnementale. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est la certification clé verte pour les garages éco-responsables qui garantit notamment le respect des règlements environnementaux, la sécurité des employés ainsi que l'entretien de l'équipement selon certaines normes. L'atelier mécanique de Blainville a décroché en décembre dernier la plus haute mention possible de cette certification, soit la mention platine. Alors, pour découvrir comment ça prend forme au jour le jour dans le quotidien des mécaniciens, nous sommes allés visiter le garage de la ville et je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. Vous êtes à l'atelier mécanique de la ville de Blainville. En fait, ici, on entretient tout le matériel roulant de la ville de Blainville, les voitures de police, les camions de pompiers, tous les équipements des travaux publics, les camions, la machinerie lourde.
Puis, on a au-delà de 200 véhicules immatriculés là, à entretenir et à réparer. Ça roule beaucoup, principalement quand il y a de la neige, là, comme cet après-midi. Donc, oui, on est très occupés là, ici à l'atelier mécanique. La Clé verte, en fait, c'est un programme de certification environnementale volontaire qui est chapeauté par Nature Action Québec. Puis, en fait, c'est une norme qui garantit que nous respectons les lois et règlements en vigueur en ce qui a trait à la gestion, l'entretien et la réparation d'une flotte de véhicules là, ici à la ville de Blainville. Lors du dernier audit, au-delà de 200 critères ont été évalués, vérifiés. Puis, c'est certain qu'on avait des petites choses à améliorer, on a corrigé, puis on a réussi à obtenir la mention platine et nous en sommes très fiers. Nous avons cette certification Clé verte depuis 2013, puis au fil des années, là, on a monté de or jusqu'à platine, puis en améliorant chaque année, là, à chaque renouvellement de certification, là, les critères qu'on avait à améliorer. Là. La platine, c'est le niveau le plus élevé là, de certification possible qu'on peut obtenir, oui, effectivement. À chaque mois, on a une ronde de sécurité à faire au niveau de la santé-sécurité et de la Clé verte. Donc, on a regroupé sur le même formulaire de ronde de sécurité la Clé verte et la santé-sécurité. Puis, à chaque mois, on fait notre tournée, puis on s'assure là, que tous les critères sont respectés. Lors de la première certification, on avait quand même pas mal de choses à implanter. Puis, évidemment, là, il y avait tout le volet aussi, formation des mécaniciens, puis sensibilisation là, aussi de tous les travaux publics de la ville de Blainville et aussi des autres services là, en ce qui a trait là, à la Clé verte, puis à l'environnement, là, par rapport à, entre autres, comme des déversements d'huile sur la route qu'il pourrait avoir, bien, on a mis en place là, des choses comme des trousses de déversement dans les véhicules pour s'assurer de circonscrire rapidement là, les déversements sur la route, ces choses-là. On a ce qui a attrait à l'entreposage des produits dangereux, les huiles, le carburant, ces choses-là. Donc là, il y a une série de critères pour ce volet-là. Il y a aussi tous les rejets là, en ce qui a trait aux vieux filtres à l'huile, les papiers, les guenilles souillées de graisse, le papier, le carton, s'assurer que ça va au recyclage. Puis ensuite de ça, il y a aussi le volet lavage, réutilisation des vêtements des mécaniciens, les guenilles, ces choses-là. On a maintenant un service de lavage, là, dans le fond, là, qui nous permet de réutiliser nos guenilles. Puis les vêtements des mécanos aussi là, sont lavés par une firme externe. Puis les eaux usées de ces vêtements-là, du lavage de ces vêtements-là sont traités adéquatement. Là. Ce programme Clé verte-là a été implanté dans plusieurs entreprises privées au cours des dernières années. Je vous dirais que la ville de Blainville, à ma souvenance, c'est une des premières, sinon la première. Je sais que dernièrement, la ville de Saint-Jérôme a été certifiée aussi. Puis, présentement, je sais qu'il y a des pourparlers là, avec la ville de Montréal pour implanter ce programme-là. L'environnement, moi, ça me tient à cœur, puis je veux transmettre cette valeur-là à mes employés. Puis je pense qu'à la Ville de Blainville, on a toutes les ressources nécessaires justement pour participer à ce programme-là, puis l'appliquer de façon rigoureuse. Puis c'est la santé puis le bien-être de tous là, qui vont en bénéficier, puis nos enfants éventuellement, bien aussi, là, certainement. Puis il y a aussi le lien avec la santé-sécurité des employés, tu sais, que pour moi, c'est bien important. Puis souvent, environnement et santé-sécurité, ça se retrouve, ça se rejoint. Voilà, Claude, c'est le respect de 200 critères qui ont permis à l'équipe de l'atelier mécanique Blainvillois d'obtenir cette mention platine. Merci, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Ma banlieue suit à l'instant avec Stéphanie Robillard-Sarganis. Bonne soirée à notre antenne.